Il y a des destins qui marquent l'histoire, des vies qui deviennent des légendes. Celle de Diana, princesse de Galles, et de celle-là. C'était une femme, une mère, une princesse. Mais elle est devenue bien plus que cela. Un symbole universel de compassion, de résilience et de modernité face à la tradition. Un mythe qui, des décennies après sa disparition, continue de fasciner et d'émouvoir le monde entier. Lady Diana Spencer, devenue par un mariage spectaculaire, Son Altesse royale la princesse de Galles reste encore aujourd'hui une figure extraordinairement présente. Son histoire est celle d'une métamorphose. La transformation d'une jeune fille timide en une icône planétaire, une femme qui a utilisé sa plateforme pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Adorée par des millions de gens qui voyaient en elle une authenticité rafraîchissante, elle fut aussi une femme brisée par les contraintes d'une monarchie séculaire et traquée sans relâche par des médias insatiables. Sa vie fut un mélange paradoxal de contes de fées et de tragédies modernes, un récit public où la splendeur des palais cachait une profonde solitude et une douleur intime. Pour comprendre la femme derrière l'icône, il faut remonter le temps. Plongeons dans son histoire, une histoire faite de lumière et d'ombre. Nous explorerons son ascension fulgurante, ses combats personnels et publics, les blessures qui ne se sont jamais refermées, et les mystères qui, aujourd'hui encore, entourent les circonstances de sa mort tragique. Tout commence le 1er juillet 1961. Diana Frances Spencer naît dans une des plus anciennes et des plus nobles familles de l'aristocratie britannique, mais pas royale. Les Spencer sont liés à la couronne depuis des siècles, servant les monarques en tant que courtisans et conseillers. Elle grandit à Park House, sur le domaine royal de Sandringham, avant que sa famille ne s'installe à Althorp, le majestueux domaine familial. Mais cette enfance privilégiée est brutalement fracturée. Le divorce acrimonieux de ses parents, alors qu'elle n'a que 7 ans, la marque au fer rouge. La bataille pour la garde des enfants est une épreuve. Ce traumatisme précoce instille en elle un profond sentiment d'abandon et une quête éperdue d'amour et de stabilité qui définiront une grande partie de sa vie. À l'école, Diana n'est pas une élève brillante. Elle est décrite comme une adolescente timide, sensible et rêveuse. Elle échoue à ses examens, mais excelle dans d'autres domaines, le sport, la natation et surtout la danse. Elle rêve de devenir ballerine, mais sa grande taille met fin à cette ambition. C'est cependant dans le contact avec les autres, et particulièrement les enfants, que sa véritable vocation se révèle. Après une formation en Suisse, elle s'installe à Londres dans un appartement qu'elle partage avec des amis. Loin d'une vie oisive, elle enchaîne les petits boulots, fait des ménages, et trouve finalement sa place comme assistante dans une crèche du quartier de Pimlico. C'est une vie simple, presque normale, pour une jeune femme de son rang. Une vie qui est sur le point de basculer. En 1977, lors d'une partie de chasse à Althorp, elle croise pour la première fois le prince Charles, l'héritier du trône. Il a 29 ans, elle n'en a que 16. À l'époque, le prince fréquente sa sœur aînée, Sarah. Diana n'est qu'une adolescente en retrait. Mais quelques années plus tard, en 1980, leurs chemins se croisent à nouveau. Charles vient de perdre son grand-oncle et mentor, Lord Mountbatten. Diana, avec une empathie qui la caractérise, lui exprime sa compassion. Cette conversation touche profondément le prince. Pour la famille royale, et pour un prince qui a dépassé la trentaine, la pression de trouver une épouse est immense. Et Diana coche toutes les cases de l'épouse idéale. Elle est jeune, issue d'une grande famille aristocratique, protestante anglicane, et surtout, elle est perçue comme pure et sans passé amoureux. Une virginité qui, à l'époque, est encore un critère essentiel pour la future reine. Après une cour éclair de seulement 13 rendez-vous, Charles la demande en mariage. Le 24 février 1981, leurs fiançailles sont annoncées au monde. La bague ornée d'un saphir
devient instantanément célèbre. Mais lors de l'interview officielle, un premier malaise s'installe. À la question d'un journaliste « Êtes-vous amoureux ?», Diana répond timidement « Bien sûr », tandis que Charles ajoute cette phrase glaçante « Whatever in love means », peu importe ce que amoureux veut dire. Un présage funeste que personne ne veut alors voir. Le 29 juillet 1981, le mariage est célébré en la cathédrale Saint-Paul de Londres. C'est le mariage du siècle. L'événement est retransmis à la télévision et suivi par plus de 750 millions de personnes à travers le globe. Le monde entier a les yeux rivés sur cette jeune femme de 20 ans, dans sa robe de conte de fées, qui épouse son prince. Le conte de fées semble se réaliser sous les yeux de tous. Mais la réalité qui se dessine en coulisses est bien différente. Derrière les sourires de façade et les robes de princesse, la réalité est plus sombre et infiniment plus complexe. En épousant le prince, Diana entre dans une institution rigide, la firme, dont elle ne maîtrise aucun code. Sa spontanéité et sa chaleur humaine se heurtent au protocole et à la froideur de la vie de palais. Elle se sent terriblement seule. Pire encore, l'ombre d'une autre femme plane sur son mariage. Charles n'a jamais cessé d'aimer son amour de jeunesse, Camilla Parker Bowles. Diana découvre, quelques jours avant son mariage, un bracelet que Charles a fait faire pour Camilla, gravé de leur surnom. C'est le début d'un triangle amoureux toxique qui la hantera pendant des années. Elle n'est pas la première dans le cœur de son mari, et elle le sait. Ce manque cruel d'affection et le sentiment de n'avoir aucune valeur aux yeux de son mari et de la famille royale la rongent. Enfermée dans ce qu'elle appellera plus tard une cage dorée, Diana développe de graves troubles alimentaires. La boulimie, qui avait commencé après ses fiançailles, devient une maladie chronique, un cri de détresse et une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur sa propre vie. À cette souffrance intime s'ajoute une pression médiatique sans précédent. Du jour au lendemain, la Shady, la timide Diana, devient la femme la plus photographiée au monde. Les paparazzi la traquent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque geste, chaque tenue, chaque prise de poids ou perte de poids est scrutée, analysée, commentée. Sa vie privée est disséquée en place publique, la privant de toute intimité. Mais c'est dans cette adversité que naît une autre Diana. Face à l'indifférence de la cour et à la solitude de son mariage, elle se tourne vers l'extérieur. Elle découvre qu'elle possède un don unique, une capacité à se connecter instantanément avec les gens. En brisant le protocole, en serrant les mains sans gants, en s'asseyant au chevet des malades, elle montre une empathie et une humanité qui détonnent. C'est ainsi qu'elle devient, contre toute attente, une figure immensément populaire, bientôt surnommée avec affection la princesse du peuple. Mais Diana refuse de se contenter d'un rôle de figuration, d'être une simple icône de mode silencieuse. Consciente de l'attention mondiale qu'elle suscite, elle décide de transformer cette célébrité en une force pour le bien. Elle aspire à donner une voix à ceux qui n'en ont pas, à utiliser sa plateforme non pas pour la gloire, mais pour le service. C'est le début d'une transformation profonde, celle d'une princesse qui choisit de briser les codes rigides de la monarchie pour s'engager corps et âme dans les combats humanitaires, les plus urgents de son temps. L'un de ses premiers et plus marquants combats est la lutte contre le sida. Nous sommes dans les années 80, une période marquée par la peur, l'ignorance et une stigmatisation terrible envers les malades, souvent qualifiés de peste gay. La maladie est un mystère effrayant et le simple contact physique est redouté, même par une partie du corps médical. C'est dans ce climat de panique morale que Diana pose un geste révolutionnaire. En 1987, lors de l'inauguration de la première unité de soins dédiée au VIH-Sida au Royaume-Uni, elle est photographiée serrant la main d'un patient sans gants. Ce geste, simple en apparence, est une déflagration. Elle ne se contente pas de serrer des mains.
Elle s'assoit sur les lits des malades, les écoute, les réconforte, leur offre une chaleur humaine qu'on leur refusait. Par cette seule action, elle démontre au monde entier que la compassion ne peut être transmise par le toucher, mais que le virus, lui, ne le peut pas. Elle brise le tabou et change à jamais la perception publique de la maladie. Des années plus tard, son engagement prend une nouvelle dimension, encore plus audacieuse et politiquement risquée. Diana s'attaque au fléau des mines antipersonnelles, ces armes barbares qui continuent de tuer et de mutiler des civils, en particulier des enfants, bien après la fin des guerres. En janvier 1997, en collaboration avec la Croix-Rouge et le Halo Trust, elle se rend en Angola, l'un des pays les plus minés au monde. Les images font le tour de la planète. La princesse, vêtue d'une visière et d'un gilet de protection, marchant prudemment dans un champ de mines fraîchement déminé. Elle rencontre des victimes, des jeunes amputés, et son émotion est palpable. Sa démarche est critiquée par certains politiciens qui l'accusent d'ingérence. Mais Diana persiste, utilisant l'attention médiatique pour mettre en lumière cette cause oubliée. Son courage jouera un rôle crucial dans la mobilisation internationale qui aboutira, quelques mois après sa mort, à la signature du traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles. Au-delà de ces combats emblématiques, Diana est la marraine de plus d'une centaine d'organisations caritatives. Elle ne se contente pas de prêter son nom, elle s'investit personnellement. On la voit réconforter des enfants atteints de cancer, s'asseoir par terre pour discuter avec des sans-abri, ou encore partager des moments de joie dans des orphelinats et des écoles à travers le monde. Sa capacité à créer une connexion instantanée et sincère avec les plus vulnérables est sa véritable signature. Elle écoute, elle touche, elle console, faisant tomber les barrières de son statut royal pour n'être qu'un être humain face à un autre. Parallèlement, son image publique continue d'évoluer. Son style vestimentaire devient un langage à part entière, passant des tenues sages de jeune princesse à des robes audacieuses et affirmées, comme la fameuse robe de la vengeance. Chaque tenue raconte une étape de son émancipation. Cette fascination se transforme en une frénésie médiatique sans précédent. Diana devient la femme la plus photographiée au monde. Les paparazzi la traquent sans relâche, chaque geste étant scruté. Si cette attention lui offre une tribune pour ses causes, elle devient aussi une prison dorée, la privant de toute intimité. Car en coulisses, le conte de fées a viré au cauchemar. Les tensions au sein de son mariage avec Charles éclatent sur la place publique dans ce que la presse surnomme la guerre des Galles. La publication secrètement autorisée du livre Diana Her True Story en 1992 est une première bombe. Mais le point de non-retour est atteint en 1995. Dans une interview explosive et sans précédent pour l'émission Panorama de la BBC, Diana se livre comme jamais. Face à des millions de téléspectateurs, elle parle de sa boulimie, de sa dépression, et lâche cette phrase devenue tristement célèbre. « Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu bondé. » C'est un séisme pour la couronne. La monarchie, prise de court, tente de gérer la crise, mais l'opinion publique, touchée par la sincérité et la souffrance de Diana, prend massivement son parti. La reine Élisabeth II, voyant les dégâts, conseille au couple de mettre fin à leur union. En août 1996, le divorce est officiellement prononcé. Avec lui, Diana perd son titre de Son Altesse royale, une décision perçue par beaucoup comme une punition. Mais loin de la diminuer, cette nouvelle situation la libère. Elle déclare alors vouloir être non pas la reine du pays, mais une reine dans le cœur des gens. Débarrassée des contraintes du protocole, elle se réinvente en ambassadrice humanitaire mondiale. Son aura, loin de s'éteindre, n'a jamais été aussi puissante. Elle est enfin maître de son destin, une femme indépendante prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Été 1997, Diana est photographiée avec Dodi Al-Fayed, héritier égyptien.
Les tabloïds parlent de fiançailles, de jalousie, de complot. 31 août 1997. Diana et Dodi quittent le Ritz à Paris, poursuivis par des paparazzis. Leur voiture s'écrase dans le tunnel de l'Alma. Dodi meurt sur le coup. Diana succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Elle avait 36 ans. Le monde entier est sous le choc. Plus de 2,5 milliards de personnes regardent ses funérailles télévisées. Elton John chante « Candle in the Wind », dédié à Diana. Accident ou assassinat? Dès les premières heures qui ont suivi la nouvelle de la mort de Diana, la version officielle a été mise en doute, laissant place à un flot incessant de questions et de théories. L'enquête, menée par les autorités françaises puis britanniques, est formelle. La Mercedes, lancée à une vitesse estimée à plus de 100 km/h pour échapper aux paparazzi, a percuté le 13e pilier du tunnel de l'Alma. Le chauffeur, Henry Paul, chef de la sécurité du Ritz, présentait un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale, ainsi que des traces d'antidépresseurs. Une conclusion simple, tragique. Un accident dû à l'imprudence et à la vitesse. Mais pour beaucoup, cette explication est trop simple, trop commode. Le premier à crier au complot est Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, mort aux côtés de Diana. Pendant des années, il mènera une croisade acharnée, dépensant des millions pour prouver sa thèse. Le couple a été assassiné par les services secrets britanniques sur ordre de la famille royale et notamment du prince Philippe. L'establishment, selon lui, ne pouvait tolérer que la mère du futur roi d'Angleterre épouse un musulman. D'autres éléments alimentent le mystère. Une Fiat Uno blanche qui aurait heurté la Mercedes dans le tunnel avant de disparaître sans laisser de traces. Des témoins qui parlent d'un flash aveuglant juste avant l'impact, suggérant un sabotage délibéré. Et puis, il y a cette note, troublante, prémonitoire. 10 mois avant sa mort, Diana elle-même avait écrit à son majordome Paul Burrell qu'elle craignait que son ex-mari ne prépare un accident dans sa voiture, une panne de frein et une grave blessure à la tête. Accident ou assassinat? Plus de 25 ans après, malgré les conclusions officielles, le doute plane toujours, gravé dans le béton du tunnel de l'Alma. Au-delà des théories, la conséquence la plus déchirante de cette nuit est visible aux yeux du monde entier. 2 jeunes princes, William et Harry, marchant derrière le cercueil de leur mère. Une image qui hantera une génération. Cet héritage de douleur et de devoir, ses fils le portent encore aujourd'hui, mais de manière radicalement différente. L'aîné, William, futur roi, a choisi la voie de la continuité. Il perpétue l'image d'une royauté moderne et proche du peuple, initiée par sa mère. Avec son épouse Catherine, il met l'accent sur des causes comme la santé mentale, brisant les tabous comme Diana l'avait fait avant lui. Il incarne une monarchie qui a appris la leçon de Diana. Pour survivre, elle doit montrer son humanité, son empathie, tout en respectant le poids de la tradition. Harry, le cadet, a choisi la rupture. Traumatisé par la traque médiatique qui a, selon ses propres mots, tué sa mère, il a vu l'histoire se répéter avec son épouse, Meghan Markle. Sa décision de quitter la famille royale et de s'exiler en Californie est un acte de protection, une tentative désespérée d'échapper au destin maternel. Dans ses interviews, il dénonce sans relâche la collusion entre le palais et les tabloïds, ce jeu sale qui a brisé sa famille. En poursuivant le travail humanitaire de Diana, notamment en Afrique, il honore sa mémoire, mais en se libérant du cadre qui l'a étouffé. Car l'impact de Diana dépasse largement sa propre famille. Elle a forcé une institution millénaire à se regarder dans le miroir. Avant elle, la monarchie britannique était un bastion de réserve et de protocole. En serrant la main d'un malade du sida sanguin, elle a changé à elle seule la perception mondiale de la maladie. En parlant ouvertement de sa boulimie et de sa dépression, elle a donné une voix à des millions de personnes qui souffraient en silence. Diana a changé l'image de la monarchie britannique.
plus humaine, plus accessible. Elle a montré qu'une princesse pouvait être vulnérable, faillible, et c'est ce qui l'a rendue si aimée. Cette humanité, elle l'exprimait aussi à travers son style. Bien plus qu'une simple question d'apparence, la mode était son langage. On a vu la timide Shaidi se métamorphoser en une icône internationale, utilisant ses tenues pour transmettre confiance et assurance. La plus célèbre reste la robe de la vengeance, cette petite robe noire audacieuse portée le soir même où Charles avouait son adultère. Un coup de maître en communication non verbale. Elle reste une icône de la mode, de la compassion et du courage. C'est cette combinaison unique de glamour, de rébellion et d'empathie sincère qui fascine encore aujourd'hui des générations qui ne l'ont jamais connue et qui voient en elle un symbole intemporel d'authenticité. Diana fut une femme unique, un paradoxe vivant. Propulsée dans un rôle écrasant pour lequel elle n'était pas préparée, elle était la prisonnière d'un conte de fées qui s'était transformé en cauchemar. L'indifférence de son mari, la rigidité de la cour, la pression constante des médias, tout cela aurait pu la détruire. Mais c'est dans cette douleur qu'elle a puisé une force insoupçonnée. Elle a su transformer sa propre souffrance en une empathie radicale, trouvant dans l'aide aux autres un sens à sa propre vie. Sa mort tragique, à seulement 36 ans, a figé son image dans le temps, la transformant en légende. Mais réduire Diana à une icône parfaite serait trahir sa véritable essence. Elle n'était pas parfaite. Elle pouvait être calculatrice, en quête d'attention, parfois instable. Mais ce sont précisément ces failles, ces contradictions, cette humanité complexe qui la rendent si proche de nous, et finalement, immortelle. Elle nous a montré qu'on pouvait être brisé, et pourtant continuer à se battre. Le titre lui avait été retiré, mais le peuple lui en avait donné un autre, bien plus puissant. Un titre qu'aucune institution ne pourra jamais lui enlever. La princesse Diana restera à jamais, et pour le monde entier, la princesse des cœurs.